le conflit entre Israël et l'Iran. 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 La guerre entre Israël et l'Iran s'est intensifiée pendant le week-end. Le président Donald Trump a déclaré que l'Iran est en train de perdre cette guerre et a exhorté les deux nations à entamer immédiatement des pourparlers de paix. C'est maintenant le 4e jour des combats et il semble peu probable que la Maison-Blanche tente une quelconque intervention diplomatique. Quelque chose de très inquiétant se passe dans le golfe d'Oman, juste à l'extérieur du détroit d'Ormuz. Selon la National Aeronautics and Space Administration, 3 incendies sont détectés sur 3 pétroliers différents dans le golfe d'Oman. La raison pour laquelle cela est inquiétant, c'est qu'il n'y a que 2 façons pour les États-Unis de s'impliquer dans cette guerre entre Israël et l'Iran. L'une d'elles est bien sûr si des citoyens américains ou des soldats américains sont directement attaqués par l'Iran ou par des groupes soutenus par l'Iran. Le président Trump l'a clairement fait savoir à l'Iran et à ses dirigeants. L'enfer se déchaînera si l'Iran attaque des bases américaines. Mais la deuxième façon dont les États-Unis s'impliquent dans cette guerre, c'est bien sûr le pétrole. Voici directement le détroit d'Ormuz. Il est juste à côté de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, du Koweït et de beaucoup d'autres pays du Golfe. Mais c'est un point d'étranglement très important dans le monde du transport maritime. Environ 20% du pétrole mondial passe chaque jour par ce point d'étranglement étroit qui ne fait que 20 miles de large. Dans le passé, l'Iran a toujours menacé de bloquer ce commerce si les États-Unis ne cédèrent pas aux exigences iraniennes ou si les États-Unis exerçaient trop de pression sur le régime iranien. Mais jusqu'à présent, ce n'était que des paroles, du moins en ce qui concerne les événements récents. Mais maintenant, nous voyons 3 pétroliers en feu dans le golfe d'Oman, quelques heures après que le président Trump ait quitté le Canada, quitté le sommet du G7 pour faire un voyage d'urgence à la Maison-Blanche. Maintenant, au moment où j'enregistre ceci lundi soir, nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé, ni ce qui a poussé le président Trump à écourter son voyage au G7. Mais la situation n'a pas l'air bonne, surtout lorsque ces images sont apparues. Vous voyez, en 2019, l'Iran a fait quelque chose de similaire. Vous voyez, pendant son premier mandat, le président Trump a mis en place ce qu'on appelle la campagne de pression maximale contre l'Iran. Cela impliquait de se retirer de l'accord nucléaire iranien et de réimposer de lourdes sanctions à l'Iran pour s'assurer que le régime iranien n'avance pas vers l'acquisition d'armes nucléaires. Eh bien, devinez ce que l'Iran a fait pendant que tout cela se passait. Ils ont attaqué 2 navires marchands dans le détroit d'Ormuz. Maintenant, publiquement, l'Iran a nié toute implication. Mais le gouvernement américain avait des preuves vidéo indéniables montrant des vedettes de patrouille, du corps des gardiens de la révolution islamique, en train de retirer une mine non explosée de l'un des navires. Même d'autres pays de la région et du monde, comme l'Arabie Saoudite, le Royaume-Uni et Israël, étaient d'accord avec les preuves américaines. C'est l'Iran qui était derrière cette attaque. Et maintenant, il semble que quelque chose de similaire se produise au même endroit. Cela pourrait être la raison pour laquelle le président Trump est rentré si précipitamment du Canada après le sommet du G7. Avant d'entrer dans les détails, n'oubliez pas d'appuyer sur les boutons « J'aime » et « S'abonner » ci-dessous. Cela nous aide vraiment. Notre objectif est d'atteindre 2 millions d'abonnés d'ici la fin de l'année. Merci d'appuyer sur le bouton « S'abonner ». Voici une autre chose que je veux vous montrer. C'était le soir, au Canada, lors du sommet du G7. Voici ce que Donald Trump a dit. À ce moment-là, Donald Trump disait publiquement devoir partir et retourner à la Maison-Blanche aux États-Unis pour un événement important. Lançons cet extrait. Monsieur le Président, pouvez-vous expliquer votre départ anticipé du G7 pour retourner à Washington? Eh bien, je dois rentrer, c'est très important. Je voulais remercier notre excellente hôte, merci. Les gens, ils ne savent pas combien de temps il leur reste. Nous ne savons pas ce qui nous attend. C'est clairement un signe inquiétant pour les citoyens iraniens. Et j'ai vraiment de la peine pour eux, parce que beaucoup de citoyens iraniens ne soutiennent pas réellement le régime. Vous savez, ils ne veulent tout simplement pas se soulever en ce moment, parce que c'est quelque chose de très effrayant à faire, car le régime a aussi beaucoup de partisans, donc vous risquez littéralement votre vie. Le Canada, mais vous voyez probablement ce que je vois et je dois revenir dès que possible. Nous allons dîner avec ces merveilleux dirigeants et ensuite je reprends l'avion. Je dois rentrer tôt pour des raisons évidentes. J'ai adoré, je pense que nous avons accompli énormément de choses. Nous avons signé un grand accord avec le Royaume-Uni.
un excellent accord aujourd'hui et nous travaillons sur d'autres accords, mais nous avons vraiment une excellente relation avec tout le monde et c'est vraiment agréable. J'aimerais pouvoir rester pour demain, mais ils comprennent que c'est des choses importantes. Avez-vous des questions pour quelqu'un d'autre? J'ai entendu les commentaires de Trump ce matin, et je me suis dit qu'Israël et l'Iran allaient continuer à s'affronter encore et encore, ce qu'ils faisaient déjà. Mais je ne savais pas que les États-Unis pourraient s'impliquer. Donc c'est vraiment, vraiment une grande nouvelle qui est arrivée ces dernières heures. Maintenant c'est le... Image de Téhéran, comme vous pouvez le voir. Une autre partie choquante, c'est quand le tweet de Trump est sorti. Ce tweet sur l'évacuation de Téhéran. Il faisait nuit en Iran. Beaucoup de gens dormaient, donc on ne sait vraiment pas s'ils vont recevoir la nouvelle qu'ils doivent partir. Mais même s'ils voulaient partir, ce n'est pas facile à faire. Des fils et des fils de voitures sur des kilomètres. Voici le clip. Regardez, c'est choquant. Vous pouvez voir combien de personnes et tout le monde essaient de partir dans le même sens. Ils essaient d'aller vers des villes de l'Est ou du Nord, où il n'y a pas beaucoup d'équipements et de bases du corps des gardiens de la Révolution islamique, ou de membres du corps des gardiens de la Révolution islamique. Et ils savent qu'ils seront en sécurité là-bas, parce qu'Israël vise les installations militaires. Maintenant, un autre commentaire que Trump a fait. Et cela rejoint un peu ce que Netanyahou a dit ce matin. Maintenant, le premier ministre Netanyahou d'Israël fait le tour des médias. Enfin, je ne dirais pas vraiment un tour des médias. Il est allé sur Fox News hier. Il est allé sur American Broadcasting Company aujourd'hui. Et il a en quelque sorte poussé les États-Unis à aider dans les opérations contre l'Iran. Et la raison pour laquelle Israël a vraiment besoin de l'aide des États-Unis, c'est parce que leur objectif est simple. Ils veulent s'assurer que l'Iran n'aura pas la capacité de poursuivre son programme nucléaire une fois que tout cela sera terminé. Et la seule façon pour eux de s'en assurer, c'est de détruire toutes les installations nucléaires que possède l'Iran, et aussi d'éliminer les scientifiques qui travaillent sur ces installations nucléaires. Ainsi, ils ne disposent plus d'aucune connaissance, ni d'aucun matériel restant. Voici donc la carte, comme vous pouvez le voir. Israël a déjà frappé cette installation. Isfahan, je le prononce probablement mal, mais vous la voyez. Et puis, Natanz. Ces deux installations sont pratiquement détruites, mais l'une des plus grandes installations qu'il possède est à Fordo, juste ici, qui se trouve à près de 300 pieds sous terre et est entourée de montagnes. Il est très difficile pour Israël de la cibler, surtout qu'Israël ne possède pas de bombes anti-bunker, contrairement aux États-Unis. Nous avons les B-2 et leurs puissantes bombes anti-bunker capables de pénétrer et détruire cette installation. Et c'est exactement pour cela qu'Israël veut que les États-Unis les aident. Parce que s'ils n'atteignent pas l'objectif qu'ils se sont fixés depuis le début, alors tout cela n'aura servi à rien. Si l'Iran garde même une seule installation nucléaire, il pourra simplement relancer son programme nucléaire à partir de là. La politique étrangère de l'Iran se résume à deux phrases, mort à l'Amérique et mort à Israël. Et Netanyahou soulève un bon point, je dirais, quand il dit que les États-Unis devraient aider là où ils le peuvent. Parce que l'Iran ne s'en prend pas seulement à Israël, mais aussi aux États-Unis. Voici ce que Trump a publié. Trump a tweeté il y a seulement quelques heures. L'Amérique d'abord signifie beaucoup, notamment empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire, rendre sa grandeur à l'Amérique. Le parti républicain est maintenant perçu comme le parti de Trump pour ceux qui nous observent de l'extérieur. On observe une division au sein du parti républicain où certains s'opposent à toute implication des États-Unis. Ils refusent catégoriquement toute implication américaine, quels que soient les risques encourus ou les avantages possibles. Certains soutiennent Trump et souhaitent que les États-Unis s'impliquent si nécessaire pour empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Bien que cela ne soit pas favorable pour les élections de mi-mandat encore lointaines, voici l'interview donnée aujourd'hui par le président Netanyahou. Et il semblait qu'il s'adressait directement aux citoyens américains. Parce qu'il sait que pour que les États-Unis s'impliquent, le public américain doit soutenir le président Trump. Je suppose qu'il fait cette tournée médiatique, passant sur Fox News hier et American Broadcasting Company aujourd'hui, pour cette raison. Deux des plus grands diffuseurs d'informations aux États-Unis. Tel Aviv demain, c'est New York. Je comprends, l'Amérique d'abord, mais pas l'Amérique morte. C'est ce que ces gens veulent en scandant « mort à l'Amérique ». Donc nous faisons quelque chose qui est au service de l'humanité, de l'espèce humaine, et c'est un combat du bien contre le mal. L'Amérique doit se tenir du côté du bien, comme le fait le président Trump, et j'apprécie son soutien. John Carl me rejoint maintenant. John, qu'a dit le président Trump sur le rôle qu'il souhaite que les États-Unis jouent ici? Il a loué le président Trump à plusieurs reprises durant l'interview.
Il sait qu'il a besoin du soutien des États-Unis, au moins en ce qui concerne ce que les États-Unis font actuellement, c'est-à-dire aider Israël à se défendre contre ces attaques de représailles de l'Iran. Tout cela a été formulé comme un remerciement. Merci, Président Trump, vous avez été le meilleur ami d'Israël. Mais il a clairement indiqué qu'il aimerait en voir davantage. Il ne l'a pas dit directement de cette manière. Je comprends l'Amérique d'abord, mais pas l'Amérique morte, malgré ce que vous venez d'entendre. Il s'adresse vraiment à ceux du mouvement Trump, à ceux du mouvement Make America Great Again, qui s'opposent fermement à l'implication des États-Unis dans un autre conflit au Moyen-Orient. Et comme vous le savez, Kira, il y a des voix importantes des partisans, des conseillers extérieurs de Donald Trump qui disent « n'intervenez pas ». Les États-Unis ne peuvent pas s'impliquer conformément à votre campagne contre les guerres sans fin. Des personnes comme Tucker Carlson, Steve Bannon, Charlie Kirk, ce sont, vous savez, des proches partisans de Donald Trump qui disent qu'ils ne pensent pas que les États-Unis devraient s'impliquer dans cela. Et Netanyahou, il m'a semblé, en utilisant leur langage, je comprends America First, je ne comprends pas America Dead, s'adresser directement à Donald Trump et à ses partisans qui critiquent ce que fait Israël. Israël a vécu un autre jour difficile. Il y a environ 30 minutes, les sirènes d'alerte aérienne retentissaient dans toute la ville de Tel Aviv, envoyant près d'1 million de personnes. Maintenant, il y a quelques points que je veux souligner ici. Au cours des 3 derniers jours, la quantité de missiles que l'Iran envoie à chaque vague consécutive diminue. La première vague comptait environ une centaine de missiles, selon moi. La vague, la plus récente, il y a environ 2 heures, ne comptait que 10 à 15 missiles. La quantité de missiles balistiques envoyés a donc diminué. Cela peut être interprété de plusieurs manières. L'une d'elles est qu'il manque simplement de missiles balistiques. Mais selon de nombreux experts, des personnes qui connaissent l'armée iranienne, l'Iran aurait utilisé environ 10 à 20% de son stock de missiles. Mais il faut aussi noter que la qualité des missiles s'est améliorée. Le dôme de fer, l'Aéro 3, la fronde de David, toutes les défenses aériennes dont dispose Israël. Eh bien, certains d'entre eux passent encore et ils touchent des cibles importantes. Rien que la nuit dernière, comme nous en avons parlé, l'une des plus grandes raffineries de pétrole d'Israël a été attaquée avec 2, peut-être 3 missiles balistiques. Et c'est clairement une grande escalade, car jusqu'à présent Israël n'avait attaqué qu'une seule installation pétrolière en Iran, mais c'était juste un petit missile sur une infrastructure. Concernant la raffinerie de pétrole, c'était plutôt un message. Et le message qu'Israël essayait d'envoyer, c'est que si l'Iran continue d'attaquer les centres de population en Israël, alors Israël commencera à s'en prendre au portefeuille de l'Iran. En gros, toute l'économie dépend du pétrole. Ils ont le pétrole qu'ils exportent vers la Chine et vers d'autres pays, mais la plupart part vers la Chine. Près de 80%, tel était le message qu'Israël tentait de transmettre. Et l'Iran a riposté en attaquant directement avec plusieurs missiles qui ont réussi à franchir leur défense et... La ville israélienne de Haïfa a été attaquée, sa plus grande raffinerie de pétrole visée. C'est une énorme escalade, sans même évoquer les implications. Des images montrent de vieux pétroliers ou navires en feu, sans connaître leurs propriétaires. Cette nouvelle vient de sortir il y a 1 heure. Mais ce sera énorme si c'était l'Iran. Si c'était l'Iran, ce serait une grande escalade que nous ne pouvons même pas prévoir. Je sais que 95% des missiles iraniens sont interceptés, mais il s'agit ici de missiles balistiques. Hier soir, ils envoyaient peut-être des missiles hypersoniques, pas des missiles de croisière. Je me suis trompé. Ceux-là, quand ils passent, ils causent vraiment beaucoup de dégâts. Et c'est vraiment un gros problème dans une démocratie comme Israël, parce que les gens risquent de ne pas être satisfaits des décisions du gouvernement s'ils continuent à être bombardés. Je ne connais pas les derniers sondages, mais c'est un point que l'administration israélienne doit considérer. La zone métropolitaine dans des abris anti-bombes. La nuit dernière, 11 personnes ont été tuées alors que 65 missiles balistiques iraniens traversaient le ciel d'Israël, 5 d'entre eux touchant le sol, dont un en plein cœur de Tel Aviv. Nous sommes arrivés quelques minutes après l'explosion en parlant avec des survivants. Quand les missiles sont arrivés, nous étions dans l'escalier de l'immeuble et le choc était tellement énorme que je n'avais jamais vu ne serait-ce qu'un morceau de roquette. Et là, j'ai dû voir une explosion juste devant mon visage. C'était complètement fou partout. Un missile balistique vient tout juste de s'écraser sur un immeuble au centre de Tel Aviv en ce moment. Les premiers secours essaient d'éteindre les flammes, au loin. Vous pouvez voir en ce moment qu'il y a plusieurs ambulanciers sur les lieux.
Des policiers et des soldats sont également présents. Et si vous venez par ici, vous verrez une partie d'un immeuble effondré. Ils ne savent pas si quelqu'un se trouve actuellement à l'intérieur, mais ils vérifient en ce moment. Israël continue de riposter contre l'Iran, tuant au moins un chef du renseignement et son adjoint pendant la nuit. Les forces de défense israéliennes ont déclaré à Fox News qu'ils avaient détruit un tiers des lanceurs de missiles balistiques iraniens utilisés pour attaquer des villes israéliennes. Ils ont maintenant la supériorité aérienne au-dessus de la capitale iranienne, Téhéran, et ce soir, un message du président Trump déclare très clairement que l'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires, appelant tout le monde à évacuer immédiatement Téhéran. Nous avons des informations de dernière minute sur la situation. Il y a de bonnes nouvelles concernant la désescalade. Trump semble pousser pour qu'un envoyé américain rencontre l'Iran cette semaine, puisque nous ne sommes que lundi. Je dis la semaine prochaine, mais nous sommes lundi. Beaucoup s'y intéressent. C'est le programme international pour le suivi des acquis des élèves. Le programme international pour le suivi des acquis des élèves se trouve près de la Maison-Blanche, près du Pentagone. Toute cette histoire a commencé lorsque le président Obama a mené le raid contre Oussama Ben Laden. Peut-être que je me trompe. Peut-être que ça a commencé avant. Mais c'est de là que je m'en souviens. Et on pouvait prédire que quelque chose se passait rien qu'en remarquant le trafic dans les endroits Pisa, qui sont près du Pentagone et près de la Maison-Blanche. Eh bien, le même schéma s'est répété lorsque nous avons mené des attaques contre les Houthis il y a seulement quelques mois. C'était la même chose. Vous pouvez voir qu'il y avait plus d'activité que d'habitude à l'endroit Pisa lorsque les attaques israéliennes ont commencé il y a quelques jours. Et la même chose se passait ce soir. À partir de 21h heure de l'Est, les deux établissements dominos près du Pentagone connaissaient une énorme affluence. La partie grise représente le trafic habituel, qui est plus que doublé selon les suppositions des gens. Deuxièmement, comme mentionné dans le chat, quel est le rôle de la Chine dans cette situation ? Entre 80 à 90% du pétrole iranien est exporté vers la Chine. La Chine va connaître une petite crise énergétique si le pétrole iranien est retiré du marché. Comment ce pétrole pourrait-il être retiré du marché ? Si l'Iran attaque le détroit d'Ormuz, c'est comme scier la branche sur laquelle il est assis, car son économie dépend aussi de ce commerce. Ils utilisent aussi ce point d'étranglement pour expédier leur propre pétrole vers la Chine. Si ce passage est fermé, ils auront aussi du mal à expédier leur propre pétrole. Et ça va poser problème à l'Iran et à la Chine. De plus, la Chine semblait savoir qu'un événement se préparait, car elle a aussi demandé aujourd'hui à ses citoyens de quitter Israël. En plus de cela, pour la première fois Depuis le début de toute cette affaire, la Chine, les médias d'État chinois diffusent en direct depuis Israël. Il semblait pressentir qu'un événement allait survenir. Voici une excellente analyste de la Chine que nous suivons beaucoup. C'est l'une des préférées de la chaîne. Et voici son reportage sur 2 avions suspects qui étaient censés aller ailleurs. Ils sont allés à la frontière près de l'Iran, et ils ont éteint leur transpondeur. Ils ont coupé leur signal de localisation et ont probablement atterri en Iran. On ne sait pas ce que la Chine envoyait, mais ça pourrait être du matériel militaire. C'est difficile à dire, mais il semble que la Chine soit le seul allié de l'Iran qui soit réellement prêt à aider l'Iran en ce moment. La Russie est invisible, se limitant à publier des déclarations. Et souvenez-vous, l'Iran a été d'une aide immense pour la Russie dans cette invasion que Poutine a lancée. L'Iran leur fournit des drones Zaïd. Ces drones sont très, très précieux pour la Russie. L'Iran leur fournit aussi certains missiles. Et tout juste au début de cette année, ils ont signé un partenariat stratégique censé garantir la sécurité de chacun. Signer de tels accords est facile, mais tenir ses promesses le moment venu est bien plus difficile. La Russie ne fait rien du tout. Cependant, la Chine apporte une aide concrète. C'est la vraie nouvelle. 2 avions cargo chinois ont atterri en Iran après avoir disparu des radars, dans un silence radio total avant d'entrer dans l'espace aérien iranien. Son transpondeur a été éteint en vol juste avant d'entrer dans l'espace aérien iranien. Les analystes soupçonnent une mission secrète, peut-être du matériel militaire ou des systèmes de défense aérienne. Ces avions transportaient peut-être du matériel militaire comme des drones ou des radars, mais sans preuve ni déclaration officielle. Non, pas la peine pour les drones. Et encore une fois, beaucoup de gens dans la tech, y compris Elon Musk, c'est un point à part, une digression. Mais je veux le souligner, il critiquait le programme F-35. Eh bien, regardez ce que fait le F-35 en Iran en ce moment. Il est indétectable pour les défenses aériennes russes que possède l'Iran. Ils ont certains des systèmes de défense aérienne les plus avancés et modernes produits par la Russie. Et les F-35 sont entrés l'année dernière, ont détruit leur défense et sont ressortis sans aucune perte, sans aucun dégât. On cherche à tirer des leçons du conflit russo-ukrainien, ce qui est positif.
Nous devons réaliser que les drones vont devenir une partie très importante des guerres modernes. Mais cela ne veut pas dire que tous les gros avions, tous les jets vont devenir inutiles. Nous ne pouvons pas stopper ces programmes, alors que nous avons l'un des avions de chasse les plus avancés au monde. C'est coûteux, mais c'est le meilleur. Comme le Terminal High Altitude Area Defense, comment le système déploie-t-il autant d'efforts pour protéger Israël des missiles balistiques? Chaque système coûte 800 millions de dollars. Mais il est extrêmement efficace. Probablement le meilleur système de défense aérienne existant. C'est coûteux, mais performant. C'est ça, le point. Très bien, maintenant nous allons passer aux dernières nouvelles dans un instant. Ce sont les mêmes nouvelles, 2 avions cargo géants. Ce qui rend toute cette nouvelle encore plus suspecte, c'est le fait qu'ils étaient sur le point d'entrer dans l'espace aérien iranien, juste ici. Voici la Chine. La carte montre que des avions ont volé à certains endroits. Quand ils sont arrivés au Turkménistan, ils ont coupé le signal de suivi pour cacher que la Chine envoyait quelque chose, rendant la situation encore plus suspecte. Pourquoi essaie-t-il de le dissimuler maintenant? Passons aux dernières nouvelles. D'accord, c'est la grosse info et je viens juste de la recevoir, donc je la lis avec vous. Selon Axios, la Maison-Blanche discute avec l'Iran de la possibilité d'une rencontre cette semaine entre l'envoyé spécial américain au Moyen-Orient, Steve Witkoff, et le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas, peu importe son nom de famille, avec des discussions qui incluraient une initiative diplomatique concernant l'accord nucléaire et la fin de la guerre entre Israël et l'Iran. La réunion n'a pas encore été finalisée, mais les responsables la décrivent comme un moment décisif pour savoir si les États-Unis vont rejoindre la guerre contre l'Iran. Les négociateurs pourraient utiliser des bombes anti-bunkers nécessaires pour détruire l'installation souterraine d'uranium de l'Iran à Fordow, ce que les États-Unis et Israël ne font pas. D'accord, les États-Unis ne l'ont pas. Israël l'a, les bombes anti-bunkers. Je ne sais pas ce que je lisais. Mais en gros, la nouvelle, c'est que les États-Unis essaient de les utiliser. À mon avis, il semble que les États-Unis tentent d'utiliser cette réunion surprise comme levier pour obtenir une rencontre. Cependant, ce n'est peut-être pas le cas, puisque l'Iran aurait demandé aux États-Unis de servir de médiateur pour la paix. Maintenant, c'est Israël qui ne veut vraiment pas qu'il y ait de discussion, parce que si on regarde cela du point de vue d'Israël, ils contrôlent totalement l'espace aérien. L'Iran est impuissant face à leurs avions de chasse. Donc, ils préfèrent tout détruire, plutôt que de laisser l'Iran conclure un accord, puis se retirer de l'accord plus tard quand ils seront plus forts. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, du point de vue d'Israël, peut-être qu'Israël ne sera pas d'accord pour que les États-Unis et l'Iran se rencontrent pour trouver un accord. Voyons voir. Trump a chargé son vice-président Vance et son envoyé au Moyen-Orient de proposer une rencontre avec les Iraniens cette semaine. On verra ce qui en ressortira. Au fait, il est maintenant le matin, en Israël et en Iran. Voyons quelle heure il est. 7h du matin. 7h du matin. Quelle heure est-il en Israël? 6h du matin, donc c'est assez proche l'un de l'autre. C'est le matin, généralement, les attaques ralentissent dans le matin, je ne sais pas pourquoi. Je vous ai posé la question il y a quelques jours, mais en général, les attaques ralentissent.